tout le monde. On va commencer tranquillement. Bienvenue, je m'appelle Antoine, directeur des missions commerciales de l'Université Laval. C'est nous qui organisons le webinaire aujourd'hui qui va durer environ 45-50 minutes. Ceux qui sont à l'aise et qui ne sont pas trop gênés, qu'on vous voit avec vos sandwichs, vous pouvez ouvrir votre caméra. C'est certain que ça rend le tout plus interactif pour nos conférenciers. On est en mode webinaire de présentation aujourd'hui, donc on peut vous voir. Donc, on vous encourage à le faire si vous êtes à l'aise, bien sûr. Donc, encore une fois, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre. Bienvenue à notre formation Révolutionner son recrutement, les KPI gagnants et l'international. C'est organisé pour ceux qui ne nous connaissent pas par les missions commerciales de l'Université Laval. On est une organisation qui offre des services de représentation à l'international depuis 1997. Donc, ça fait aujourd'hui 26 ans qu'on représente plus de 700 entreprises à l'international. Autant pour des mandats d'exportation, d'importation que des mandats maintenant depuis cette année de recrutement de talents à l'international. Donc, on organise une mission de recrutement au Maroc en mai 2023. Ça va faire plaisir de vous en dire davantage si vous avez un intérêt envers le recrutement international. On est joint aujourd'hui par Dominique et Nicolas, nos conférenciers invités de GoRH, qui vont être les personnes les mieux placées pour parler des KPIs, des indicateurs de performance qu'ils utilisent pour faire une différence dans leur recrutement, pour s'assurer que leurs processus vont bien, puis aussi pour vous parler de l'international. Nicolas se dédie au recrutement international de candidats. Entre autres, ça fait partie de ses tâches. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, il va pouvoir vous en parler davantage. Vous aurez compris que la conférence d'aujourd'hui est dédiée aux gens en RH, aux gestionnaires et spécialistes des ressources humaines qui visent à avoir des trucs sur les indicateurs de performance puis le recrutement international de candidats. Donc, malheureusement, on ne donnera pas d'informations sur les processus d'immigration pour venir au Québec. Ceux qui sont intéressés à rester quand même pour entendre le contenu, vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez des questions, dernière chose, puis ensuite, je cède la parole à nos conférenciers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage, à lever votre main, soit sur votre caméra ou en utilisant le petit icône « Lever la main » de Zoom. Ça va nous faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure que les questions arrivent. On aime ça quand nos webinaires sont interactifs. Et donc, sur ce, je me clôt. Je laisse la parole à Dominique et je me clôt. Je ne sais pas si ça se dit. Je laisse la parole à Dominique et Nicolas qui vont pouvoir vous en dire plus, se présenter premièrement, puis vous en dire plus sur le sujet d'aujourd'hui. Super, merci à toi Antoine. Parfait, je vais prendre le relais dans un premier temps, Dominique. Bonjour à tous. On se présentera juste après avec Dominique, mais on voulait déjà vous montrer le sommaire dans un premier temps. Nous, on travaille évidemment pour la firme GoRH et puis on va vous parler de recrutement principalement. Comme le disait Antoine, c'est un webinaire qui n'est pas du tout axé sur les candidats, donc on ne parlera pas de recherche d'emploi ou notamment d'immigration pour les candidats qui souhaitent immigrer. Ce sera 100% sur le recrutement en passant par une firme externe et puis on aura une partie recrutement international. Donc évidemment, on va vous présenter GoRH dans un premier temps pour vous expliquer un peu ce qu'on fait et puis évidemment donner de la crédibilité au discours qui viendra par la suite. On vous présentera le modèle GoRH. Contrairement à une firme de chasse de tête traditionnelle, on a développé un modèle un peu spécifique qui se fait très peu puis qui explique pourquoi on a grandi aussi vite. Puis Dom, à ce moment-là, pourra vous expliquer tout ça. On parlera aussi des KPI, de leur importance dans le recrutement. En plus de l'importance d'avoir des KPI, c'est comment on va les interpréter, puis qu'est-ce qu'on va mettre en place justement pour faire parler ces KPI, puis pour les rendre à chaque fois plus pertinents. Et puis en dernière partie, je prendrai le relais plutôt sur le recrutement international, avec pour but de vous expliquer ce que ça implique de faire du recrutement international, dans quoi vous vous lancez, et puis de vous donner toutes les bonnes informations pour que vous sachiez sur quel pied danser au moment où vous lancerez ce projet-là. Parfait, je vais laisser la parole à Dominique pour la présentation. Super, excellent. Bonjour tout le monde, super content d'être ici aujourd'hui avec vous. Je me présente rapidement. Je suis Dominique, associé directeur du recrutement chez GoRH. Ça fait plus de 5 ans que je suis chez GoRH. Donc, j'ai occupé différentes fonctions. En plus de mon rôle au niveau de la direction du recrutement, je suis aussi associé de la compagnie. Essentiellement, ce que je fais au quotidien, c'est que je coordonne un petit peu toutes les activités de recrutement chez nous. Donc, on a bientôt une quarantaine de recruteurs dans différents domaines, que ce soit en TI, en ingénierie, manufacturier. On adresse plusieurs secteurs.
Puis aussi, je fais de la consultation dans le domaine TI auprès d'entreprises là, au niveau RH, mais aussi au niveau du processus de dotation, du recrutement, justement, les aider à avoir des meilleures pratiques. Donc, ça ressemble un petit peu à ça au niveau de mon background. Je suis gradué du bac en relations industrielles à l'Université Laval, évidemment. Donc, je passe la parole aussi là, à Nicolas pour qu'il puisse se présenter. Puis après ça, on pourra, de pair, là, vous présenter un peu ce que GoRH fait au quotidien, nos lignes d'affaires et tout ça. Parfait. Donc moi, c'est Nicolas Demarthe, enchanté. Moi, je suis depuis 5 ans maintenant chez GoRH. On est arrivé quasiment en même temps avec Dominique chez GoRH. Donc au début, j'ai travaillé en tant que recruteur. Je prenais des mandats de recrutement classiques, entre guillemets. Petit à petit, on a fait grandir l'équipe de recrutement. Et puis, on a senti qu'il y avait il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre au Québec, hein, j'apprends rien à personne. Moi, étant entre France et Québec, j'étais très sollicité par des candidats étrangers, notamment francophones, qui souhaitaient venir au Canada. Et puis d'un autre côté, je voyais tous nos clients avec qui qu'on devait accompagner pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. J'ai donc levé la main, puis j'ai dit à l'équipe de direction, on pourrait offrir un service de recrutement international. Je pense qu'il y a un besoin, je pense qu'il y a une demande, puis je pense qu'il y a quelque chose à faire. Étant entre France et Canada, c'est sûr qu'on peut monter quelque chose d'intéressant. Donc depuis 2 ans, je travaille sur l'offre de service de recrutement international qu'on a monté en partant de zéro. Puis depuis 1 an et demi, on a l'autorisation de la CNESST, qui est obligatoire pour faire du recrutement international. Et on a une offre de service, donc on travaille sur des recrutements internationaux. On va aider nos clients québécois à venir chercher des profils francophones au sens large du terme. Donc, on est une équipe de 4 au total. On a 2 personnes en France, une personne à Paris, une personne à Toulouse. Moi, entre deux, je suis revenu à Montréal. J'ai plus la partie relation client, puis accompagnement client. Et puis, on a Alexandrine, qui, elle, est basée à Québec, qui a une expertise un peu plus sur la partie immigration et visa de travail. Donc, voilà, aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment de travailler sur la gestion, l'organisation des différents mandats de recrutement sur toute la partie internationale. Je peux peut-être parler de GoRH aussi un peu plus. Donc, GoRH, évidemment, comme peut-être la majorité le savent, on est une firme spécialisée en gestion des ressources humaines, puis aussi en recrutement. Donc, disons qu'on a 2 grandes lignes d'affaires, c'est le recrutement, puis la gestion RH en impartition. Puis, avec le temps, on a développé de nouveaux services comme le recrutement à l'international, comme la marque employeur. On a une équipe de 6 personnes, justement, dans les 2 dernières années qui se sont formées. Puis essentiellement, la majorité de nos clients gravitent autour de ces services-là. Donc, on est un peu un environnement 360 pour nos clients qui ont des besoins RH ou des besoins au niveau du recrutement. Puis on essaye de rattacher tout ça de bout à bout pour que ça puisse faire du sens pour eux. Donc, Nick, je ne sais pas si tu voulais compléter sur ta vision de Ouais, RH aussi, là. ouais, je vais compléter un petit peu. On est une firme, comme le disait Dominique, de RH et de recrutement. On existe depuis 5 ans. Mhm. On est une firme québécoise. On vient de la ville de Québec initialement, mais on est un petit peu partout sur la province. On a évidemment une grande équipe à Montréal, puis autour de Montréal. On est aussi sur la rive sud, on est en Estrie, on est au Saguenay également, on est du côté de Drummondville. Donc on est un petit peu partout sur la province. On est un petit peu plus de 120 aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Et puis on accompagne tout type d'entreprise. On y reviendra juste après sur le modèle. Mais en tout cas, dans un premier temps, très axé sur les PME parce que le modèle était vraiment axé, puis ciblait beaucoup les PME, puis c'est un modèle qui leur correspond assez bien. Et puis petit à petit, on développe notamment de l'impartition, puis de plus en plus chez des gros joueurs, notamment comme Michelin, GE, etc., etc. Donc voilà. Depuis 5 ans, un peu plus de 100 employés aujourd'hui, autant sur la partie RH que sur la partie recrutement. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une expertise, si je peux dire ça comme ça, pour vous amener toutes les infos qu'on va vous donner aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut enchaîner Dominique puis commencer la présentation. On va vous présenter dans un premier temps le modèle de GoRH pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste de manière un peu plus précise. Exact. Puis je vais aussi vous présenter, pour commencer un petit peu, les différences entre un modèle traditionnel puis un modèle GoRH, un modèle qui est à l'heure. Donc, je pourrais vous en dire un peu plus. Le but ici, c'est pas de faire le procès d'un modèle ou de l'autre, là, c'est plus de présenter un Oui, peu les différentes réalités. Un modèle peut être bon pour une réalité, puis l'autre pour une autre réalité. Donc, en général, on pense tout de même fortement, Nicolas et moi, que le modèle GoRH peut venir aider à révolutionner le recrutement.
Je pose la question, puis probablement que ça va popper dans le chat ici, là, mais est-ce qu'il y en a certaines personnes ici qui font déjà affaire avec des firmes de recrutement? Je pense que vous allez pouvoir répondre au sondage ou n'hésitez pas à ouvrir vos caméras, vos micros, puis nous répondre. Mhm. Donc, je vais quand même enchaîner. Je ne sais pas si on reçoit les résultats, là, Catherine ou Antoine. Oui, donc on a 5 personnes qui ont dit oui et 6 qui ont dit non. Cool, OK. parfait. Ben, ça serait curieux quand même de savoir aussi dans quel modèle vous êtes à l'aise, vous êtes habitué de travailler. Pour ceux qui travaillent là, ben, avec des firmes à pourcentage, je peux peut-être vous présenter, ou ceux qui ne travaillent pas non plus ou qui n'ont aucune idée, comment ça fonctionne une firme de chasse de tête plus traditionnelle. Donc, c'est un modèle à pourcentage. Donc, la façon dont, si vous êtes client, vous allez payer cette firme-là, c'est entre 18 et 22 du salaire annuel de la personne embauchée. Donc, souvent, c'est un benchmark qu'on voit dans l'industrie. Dépendamment des mandats, les recruteurs qui vont travailler dans des firmes à pourcentage vont travailler beaucoup de postes en simultané. Donc, des fois 40, même 50 postes. J'ai déjà vu des chiffres assez impressionnants. On travailler ces postes-là, vont être en veille sur certains de ces postes-là, mais vont souvent prioriser les postes de façon à ce qu'ils soient plus simples ou plus payants. Si l'industrie est faite comme ça, puis c'est correct. D'une certaine façon, ce modèle-là va être beaucoup dans la grande entreprise. Donc, on le voit, là, nous, notre modèle ou le modèle à l'heure va être adapté beaucoup plus à la PME, comme Nicolas le disait au début, mais c'est une façon d'avoir une garantie à 100 Donc, une garantie de 3 mois souvent, qui est présente dans les offres de services des firmes à pourcentage. Puis, c'est une façon d'avoir souvent une pratique récurrente. Vous pouvez faire affaire aussi avec différentes firmes simultanément. Donc, ça vous permet d'avoir une attraction qui est intéressante ou justement de mixer les deux modèles. Je vais vous parler aussi à l'instant du modèle GoRH, qui n'est pas le modèle GoRH, là, mais dans un sens qui est le modèle à l'heure plutôt. Il y a d'autres firmes aussi sur le marché qui travaillent de cette façon-là. Nous, notre but ultime derrière l'idée de GoRH d'avoir un modèle à l'heure, c'est qu'on est, oui, des recruteurs, on ne réinvente pas la roue, on fait du recrutement, mais on est des conseillers aussi. On est des conseillers tout au long de votre processus de dotation. Là, je fais un petit peu mon pitch de vente, mais je vous présente en gros là, comment on fonctionne. C'est un modèle à l'heure, puis on se situe à un coût par embauche qui va être à peu près entre 2 000 et 8 000 $ par embauche. Donc, c'est sûr que ce coût par embauche-là va différer si on travaille sur des postes qui sont plus complexes, qui sont, par exemple, dans une région éloignée ou qui sont très nichés sur un poste, par exemple, en technologie ou un poste de cadre. Donc, c'est ce genre de coûts par embauche-là qui vont varier. De manière éthique, nous, on ne va pas pousser des candidats qui vont nécessairement ne pas correspondre à un poste, là. Donc, le but, c'est vraiment d'être un allié avec notre client pour justement lui présenter des profils qui vont correspondre. On veut faire sauver du temps à tout le monde. On veut que ça ait un retour sur investissement dans le temps aussi, le temps qui est de l'argent dans notre modèle à l'heure. Donc, c'est super important pour nous de justement présenter des candidats qui vont vraiment correspondre aux réels besoins du client. Ce qui est intéressant avec le modèle à l'heure et la façon dont nous, on s'intègre auprès de nos clients, c'est qu'on est très, très près d'eux, même qu'on a la crédibilité de se présenter comme un consultant de l'entreprise. Donc, je donne un exemple. On travaille avec les missions commerciales, puis on approche des gens sur LinkedIn. Ben, je peux me présenter. Je m'appelle Dominique, je suis spécialiste en acquisition de talent chez les missions commerciales. Donc, ça a un impact qui est beaucoup plus, disons, instantané auprès des candidats, où on est capable de donner beaucoup plus de concret, de jus. Quand vous vous faites poker sur LinkedIn, je suis certain que plusieurs d'entre vous se font poker sur LinkedIn, puis se font dire « Hey, salut, j'ai une opportunité, c'est vraiment cool, je peux pas te dire l'entreprise, je peux pas trop t'en dire plus, mais viens me parler. » Des fois, c'est plus difficile d'enclencher puis d'amener les candidats à OK, je veux y aller, je veux en savoir plus, j'ai assez d'informations pour que ça m'intéresse. Fait que c'est de cette façon-là, nous, qu'on collabore avec nos clients pour justement mettre leur brand, mettre l'image de l'avant. On fait autant tout ce qui est passif en termes de recrutement que actif. Quand je dis passif, c'est tout le volet affichage, bonification de l'écosystème des plateformes du client, mais aussi le volet plus actif au niveau de l'approche directe
du cold calling, de l'approche sur LinkedIn. Il y a différentes façons de le voir. Puis aussi, je vous parle un petit peu de l'accompagnement end-to-end, puis je pense que c'est vraiment là que ça fait une grande différence. Je vous présente un peu un visuel qui est pour moi super intéressant. Vous êtes habitué de travailler peut-être avec des firmes de chasse de tête. Au moment où on vous présente des candidats, souvent comme client, vous êtes amené à prendre le candidat puis le traiter par vous-même. Nous, ce qu'on offre, c'est vraiment l'accompagnement. Quand je disais qu'on est on est des recruteurs, on fait de la chasse de tête, on est des experts en recrutement, mais on est aussi des experts dans le processus de dotation complet. Et on est à mesure de vous coacher, de vous accompagner dans les étapes qui ne sont pas nécessairement prises souvent en charge par la firme traditionnelle. Donc, tout ce qui est, par exemple, vous avez une offre d'emploi à déposer, mais vous ne savez pas comment le faire, l'appeler par courriel, j'ai un visuel, mais je ne suis pas trop certain, je veux parler de mes vacances, je ne suis pas trop certain. Toute cette espèce de questionnement-là que vous avez comme entrepreneur ou comme RH, ben nous, c'est ce qu'on vient donner comme coaching, comme accompagnement jusqu'à l'onboarding. Donc, rapidement, c'est pour vous présenter un peu les bienfaits de notre modèle. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont des questions par rapport à ça ou s'il y en a qui voulaient interagir. Sinon, j'enlignerai sur le prochain sujet. Ouais, je voulais juste, par rapport à ce slide notamment, je voulais juste pousser un peu ce que Dominique disait, c'est que oui, on est des recruteurs, très clairement, puis on est des spécialistes en recrutement, mais on fait souvent l'amalgame. Être un recruteur, c'est pas juste aller chercher des CV et puis scroller des profils LinkedIn. Être recruteur, c'est avoir une expertise en entrevue, avoir une expertise en process de recrutement au sens large du terme, avoir une expertise sur rendre un affichage attractif, avoir une expertise sur comment être compétitif sur le marché. Puis c'est là où ça va être une grosse différence avec notre modèle. C'est vraiment, on est votre recruteur, entre guillemets, à proprement parler. Le recruteur vous appartient. Puis va vous guider sur toutes ces étapes sur lesquelles vous n'êtes peut-être pas forcément expert. Mais nous, on l'est. Notre métier, c'est le recrutement au sens large du terme. Donc, on va vraiment vous accompagner d'un affichage attractif à la définition de vos avantages sociaux qui vont vous rendre compétitif sur le marché. Donc, on ne va pas juste vous envoyer des CV avec des préqualifications vous disant il correspond à ce que tu veux, il faut que tu le recrutes. Et le process est beaucoup plus poussé. Et puis, je ne sais pas si tu voulais continuer. Avant les KPI, je veux juste ajouter un point, puis on en a discuté dans le chat avec Vincent. Vincent dit que c'est des données qui sont générales. Oui, 100%. Puis, comme dit Dom, le but, c'est pas de dire le modèle à l'heure est mieux que le modèle à pourcentage. Nous, notre modèle ne correspond pas à des entreprises, pour être très transparent. Le modèle à pourcentage ne va pas correspondre à d'autres. Je pense qu'il y a des besoins puis des demandes qui sont différentes. Nous, l'idée, c'est vraiment de faire la différence entre les deux. Mais je rejoins Vincent en disant, oui, c'est des données générales. Puis j'ai travaillé dans des firmes à pourcentage, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais encore une fois, je travaillais dans des grosses firmes avec du pourcentage. Puis j'ai travaillé dans des tout petits cabinets où on était 10 à 11. Puis là, évidemment, il y a un accompagnement qui est plus poussé, puis c'est pas la généralité de ce qu'on a partagé, mais c'est un petit peu ce qu'on peut voir sur les films de recrutement à pourcentage. Donc, c'est juste pour donner une idée, mais on est conscient, Vincent, que c'est pas le cas de toutes les firmes à pourcentage. Oui, puis c'est aussi du cas par cas. Des fois, Ouais. on fait des rencontres avec des clients, puis on se rend compte qu'on n'est pas le bon modèle pour eux, ou le modèle à l'heure en général n'est pas le bon modèle pour eux, puis que c'est le modèle à pourcentage. Donc, on n'a pas peur. On a des partenaires aussi qui font du pourcentage où on se dit, allez au pourcentage, ça va mieux correspondre à votre besoin, puis c'est correct aussi. C'est plus d'offrir une alternative qui correspond un petit peu plus à la PME ou, par exemple, à du volume qui est important en termes de recrutement. Donc, plus on a un volume important, plus nous, on s'associe à une compagnie qu'on connaît bien, où on a plusieurs postes, on est capable de réduire ce coût par embauche-là, les aider à regarder leurs coûts, puis se dire, OK, ben ça peut être un modèle intéressant. Parfait, ça fait la transition avec les KPI, ce que tu viens de dire. Oui, c'est exact. Ben, je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, là, ce qui est le plus intéressant selon moi. Mais je pense que, évidemment, tout ce que je vais vous présenter en termes de KPI, que ce soit des KPI plus globaux au niveau du recrutement, je vais aussi vous montrer un petit case study au niveau de ce qui est les KPI dans le processus concrètement du recrutement. C'est toutes des données que vous pouvez calculer facilement. Après ça, ce que vous faites avec ces données-là, c'est vraiment là où ça va avoir un impact, où ça va être lié aux stratégies de l'entreprise, à la réduction de coûts, à l'efficacité, à différentes choses que vous allez vouloir mettre en place.
Donc, je vous présente certains KPI qui, pour moi, sont super importants. Évidemment, on les met pas tout le temps tous en place. On récolte du data, puis après ça, on regarde, OK, bon, ben ça, je le récolte, mais je le récolte pour rien, c'est peut-être pas intéressant. Donc, quoi regarder? Principalement, le premier point, on vous en a parlé, mais le coût par embauche, pour moi, que vous soyez en entreprise, même que vous gériez des RH ou du recrutement en entreprise ou en agence, pour moi, ça reste quand même une donnée importante. C'est de regarder le succès, disons, en général, puis mesurer le coût par embauche devrait être fait pas mal dans toutes les entreprises. C'est une mesure qui est quand même assez facile à calculer. Donc, je pense qu'essentiellement, c'est un des KPI les plus importants. Le temps requis aussi pour combler un poste. Lorsque vous ouvrez un poste jusqu'à ce que la personne ait signé l'offre, vous regardez un petit peu, vous pouvez le calculer en nombre de jours. Puis si vous regardez, vous dites votre donnée, OK, ça nous prend, je ne sais pas moi, 3 mois à chaque fois en moyenne pour trouver quelqu'un, ben, c'est peut-être trop long, ça ne va pas assez vite dans nos processus. On doit réduire ça parce qu'il y a un coût d'opportunité aussi qu'on peut perdre quand on n'a personne qui est assis dans la chaise dont on a besoin. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un des KPI les plus importants de mesurer ce temps-là. Le temps requis, évidemment, pour onboarder l'employé. Donc, quel est le nombre de jours encore? Est-ce que lorsque la personne signe l'offre, c'est souvent bon des préavis, mais est-ce que c'est trop long avant que la personne commence? Est-ce qu'on est capable de réduire ce temps-là pour accueillir la personne chez nous? C'est un KPI qui peut être intéressant. Je pense que au niveau des sources aussi, par où vous allez chercher les candidats ou les embauches concrètement. Ça va varier d'un poste à l'autre, d'une industrie à l'autre. Comme je le dis des fois, je ne trouverai pas nécessairement de soudeur sur LinkedIn. Je ne vais pas trouver non plus peut-être de directeur RH ou des finances en approchant quelqu'un sur Facebook ou sur Instagram. Ça dépend. C'est certain qu'il y a des patterns qui, c'est pas impossible, mais c'est important de cibler les meilleures sources pour nos postes. Donc, tant au niveau des candidatures que je vais recevoir à travers mon écosystème d'affichage, que ce soit que vous utilisez Indeed, Jobilico, l'affichage LinkedIn ou sur les médias sociaux, mais aussi, est-ce que ça passe plus par l'approche directe, par mon passif, par mon actif plutôt, par le volet d'approcher des gens en chasse de tête concrètement. Je pense qu'il faut calculer un petit peu l'essentiel de ces sources-là. Aussi calculer les outils. Bon, au niveau Indeed, Isarta, LinkedIn, c'est quoi ma meilleure source de données entrante ou ma meilleure source de données au niveau des approches? Qu'est-ce que je vais chercher en termes de chiffres plus concrètement? Puis un KPI qui peut être intéressant aussi de calculer, c'est le calcul de votre expérience candidat, en fait. Lorsque le NPS, là, le Net Promoter Score, que vous connaissez peut-être en RH, qui est l'équivalent de faire passer un sondage de satisfaction à ces nouvelles personnes-là, un sondage de climat de travail, par exemple, c'est facile à inclure dans le processus d'onboarding, puis de demander aux gens, par exemple, sur une échelle de 1 à 5 ou avec des questions plus précises, comment as-tu aimé l'expérience candidat? Même de le faire auprès des candidats qui n'ont pas nécessairement été retenus, malgré le fait que tu n'as pas été retenu, d'aller chercher ou d'aller sonder les gens avec qui on est en contact, ça peut être quelque chose qui est super important parce que, bon, des fois, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais si on a fait notre travail comme recruteur à ce niveau-là, c'est super important. Question pour toi, Dominique. Oui. Excusez-moi, ton Net Promoter Score par candidat, est-ce que tu vas le calculer jusqu'au moment de l'embauche ou qu'est-ce que tu parlais de 4-5 questions? Est-ce que tu rentres aussi, tu le fais 4 semaines après son embauche puis tu rentres son expérience en entreprise ou c'est vraiment plus le processus d'entrevue puis ça peut ressembler à quoi les exemples de 2-3 questions que tu vas poser? Oui, ben c'est sûr que j'essaie de le séparer de l'expérience. Mettons, j'essaie de le séparer de l'expérience de l'onboarding. C'est vraiment dans le processus où le recruteur va être imputable. Fait que dans le fond, les étapes où moi, comme recruteur, bon, est-ce que j'ai fait mes suivis? Est-ce que je l'ai avisé des prochaines étapes? Est-ce qu'il a été tenu dans le loop? Est-ce que ça a été suffisamment rapide? Fait que c'est toutes ces étapes-là qui vont être prises en compte. C'est le genre de questions-là que je vais y poser, en termes de rapidité du processus, au niveau des suivis, est-ce que tu as été satisfait? Ça peut être ce type de questions-là, mais je vais essayer de le séparer vraiment plus du NPS plus classique en entreprise qu'on va calculer au niveau du climat de travail, au niveau de la satisfaction et de l'expérience candidat, employé ou candidat. C'est plus l'expérience employée en entreprise. L'expérience candidat, ben, ça va être calculé jusqu'à l'onboarding. Parfait, merci. On a une Super. autre.
J'avais une question. En fait, tous ces KPI sont pour un usage interne ou aussi vous le présentez à vos clients comme un avantage, enfin, comme un moyen de promotion par rapport à vos performances? Assurément. Puis oui, on le présente à nos clients. Je pense que c'est important d'être transparent face à ça. Puis même qu'on veut développer des dashboards accessibles pour nos clients, là, pour qu'ils puissent suivre leur coût par embauche. Parce que, évidemment, nous, on est un petit peu les gestionnaires de projets. On gère leur budget, on gère les échéanciers, on gère tout ça avec eux. Ils ont le droit d'avoir cette donnée-là, évidemment. Mm. Ok. Et admettons, vous, comment vous procédez à l'interne par rapport à, je sais pas, vous divisez par type de poste les coûts à l'embauche ou vraiment c'est du cas par cas ou vous prenez au global ou c'est quoi un peu la segmentation de ces KPI, admettons, par catégorie d'emploi ou ça fonctionne Ouais. comment? Ben, nous, on va suivre souvent les objectifs de l'entreprise. Donc, on a un head count, par exemple, du nombre de postes qu'on a à embaucher. Puis, des fois, c'est un seul poste, mais on va vraiment, dépendamment de nos recruteurs, là, calculer le poste par embauche. Souvent, c'est un recruteur va travailler sur un seul poste. Donc, on est capable de calculer le prix, nous, auquel on est vendu chez GoRH auprès de notre client, fois le nombre d'heures qu'on va passer sur un poste. Donc, comme ça, on est capable de calculer le coût par embauche, puis de le diffuser, puis de le partager à nos clients là, pour qu'ils puissent voir l'impact, puis l'économie aussi souvent, versus un autre modèle. Ok, ok. Merci. Des fois, on fait, puis de plus en plus, là, comme le disait Dominique, on est vraiment les gestionnaires de projet. Puis on fait clairement des documents partagés avec les clients pour que eux puissent suivre aussi leur KPI de recrutement aussi en interne. Puis nous, on peut suivre les KPI de recrutement à travers notre travail également. Puis on arrive à calculer assez rapidement le coût par embauche. Donc, on fait des documents joints puis des fichiers partagés pour qu'on puisse se suivre les uns les autres puis que ce soit plus facile à gérer. Exact. Puis, c'est pas toujours qu'on va prendre 100% du processus non plus avec le client. On va vraiment s'adapter à son modèle à lui. Si lui, par exemple, s'occupe du recrutement de son écosystème plus passif, c'est correct aussi. Donc, on n'a pas une façon de faire. On va vraiment écouter le client, analyser son besoin, puis s'adapter à lui selon ce qu'il veut recevoir comme information. Peut-être qu'il me dit, moi, c'est une perte de temps à lire ça, je veux rien savoir. Ça m'étonnerait, mais on va toujours le suivre selon ce qu'il demande, selon ce qu'il veut comme information, puis on va l'accompagner là-dedans. Super, je vous présente quoi regarder aussi dans le processus. Puis c'est un exemple fictif là, que je vous présente d'une étape à l'autre un petit peu dans le processus de recrutement. Pourquoi on veut regarder ces données-là? Puis je passe quand même assez rapidement, là, vous allez voir, c'est super simple. Le but de regarder d'une étape à l'autre notre taux de succès, c'est vraiment de voir sont où les bloquants. Sont où les bloquants dans notre processus. J'ai déjà travaillé avec une entreprise où pratiquement 30% des candidats qu'on approchait se rendaient au test technique. C'était fabuleux, ça allait super bien. Puis à partir du moment où ils rentraient en test technique, on perdait pratiquement tous les candidats où on avait peut-être une embauche en 3-4 mois, puis on se rendait compte que le test technique était tellement long, tellement difficile, c'était un des postes de développeur, qu'on se rendait compte qu'on perdait beaucoup de candidats compétents, puis que la mesure était trop intense. Fait que là, dans le fond, quand on est arrivé auprès de notre client, puis on a dit, vous perdez presque, à partir de cette étape-là, 100% des candidats dans votre test technique. On leur a dit, puis on a trouvé une façon de faire justement pour améliorer, bonifier, puis rendre le processus plus rapide, plus efficace. Donc, c'est là où on veut voir les bloquants, puis on veut voir nos zones d'amélioration possibles. Donc, c'est toujours le but le plus possible, c'est d'augmenter le dernier chiffre en bas. L'embauche, on veut que ce chiffre-là, au niveau des pourcentages de candidats qu'on a, qu'on a dans le pipeline, ben, qui soient embauchés finalement. Mais chaque étape est importante pour justement, c'est sûr qu'on va perdre des candidats puis qui vont passer à travers nos gates puis notre filtre, puis c'est normal, puis ça fait du sens. Mais le but, c'est d'en perdre le moins possible parce que des fois, c'est bon, OK, la personne ne fait pas pour le poste, mais des fois, c'est OK, on n'est pas assez, on perd des gens parce qu'on n'est pas assez sharp dans nos entrevues en personne, on perd des gens parce qu'on n'est pas assez rapide, notre processus est trop long, puis ils ont le temps d'aller se trouver un emploi ailleurs. Fait que c'est tout ce genre de données-là qu'on est capable de calculer au niveau du processus. Puis on fait évidemment la distinction entre, bon, les gens que nous, on a perdus à cause qu'on n'est pas assez vite, par exemple, puis parce que notre test technique est vraiment trop difficile, puis aussi les gens qui, par exemple, ne correspondent pas au poste. Là. Donc, c'est ce genre de chiffres-là qu'on peut suivre, c'est-à-dire, bon, c'est où qu'on a à faire du travail au niveau de notre processus. Quand je disais qu'on accompagnait pas seulement dans le début du funnel, là, au niveau de, oui, on contacte des candidats, on va les approcher, on va
faire le suivi avec eux, mais on accompagne aussi le client à faire un petit peu un audit de son processus actuel et dire OK, c'est bien, mais vous pourriez faire ça de mieux. C'est un petit peu le rôle conseil qu'on a au niveau du recrutement. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur cette partie-là. Je ne veux pas trop prendre de temps, je vois le temps s'écouler, je vais passer la balle à Nicolas. Donc, Nick, c'est à toi. Oui, merci Dom. Parfait, moi je vais vous parler, comme on l'a dit au tout début, du recrutement international parce que c'est ma spécialité, puis c'est le service que j'ai monté au sein de GoRH. Encore une fois, l'idée de cette présentation, c'est vraiment de vous donner tous les tenants et les aboutissants du recrutement international, de ce que ça implique de se lancer dans le recrutement international. Puis je vais être très transparent avec vous. C'est quoi les points positifs, c'est quoi les bloquants, qu'est-ce qui est difficile, à quoi il faut se préparer, et un peu comment ça fonctionne de manière générale. Est-ce qu'on peut déjà savoir à travers un sondage, est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait du recrutement international, veulent en faire ou pas du tout, finalement, pour voir un petit peu où on en est. Tu peux passer le slide, Dom. Je pense que je vais commencer pendant que les gens répondent. Parfait. Donc, comme je vous le disais, le but de la présentation, c'est vraiment de vous donner l'heure juste, savoir dans quoi vous vous lancez, que ce n'est pas une solution d'urgence, impliquer la direction. Donc, la première chose qui est importante, c'est qu'il faut avoir conscience que le recrutement international est complètement d'un recrutement différent d'un recrutement classique. Il faut vraiment enlever, entre guillemets, ses habitudes et puis ce qu'on pense et puis ses acquis sur du recrutement local. Super, parfait. Donc, il y a quand même pas mal de monde, puis beaucoup qui pensent en faire. Tant mieux. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas. Comme on l'a fait là, voilà, coupez-moi, il n'y a aucun souci. Bien au contraire, je trouve ça beaucoup plus cool. Puis je pourrais vous donner plus de détails. Peut-être que j'oublierai des choses dans ma présentation. Donc, je pourrais vous donner plus de détails avec plaisir. Donc, le plus important, comme je disais, c'est vraiment de se sortir de la tête que c'est du recrutement classique. C'est un recrutement qui est totalement différent, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi, mais il faut savoir qu'on repart à zéro. Le plus important quand on fait du recrutement international, c'est de savoir dans quoi on se lance, dans le sens où, encore une fois, c'est différent, il faut connaître les tenants, les aboutissants, c'est pas quelque chose qu'on décide de faire sur un coin de table parce qu'on se rend compte que ça fait 3 semaines qu'on n'arrive pas à recruter ou qu'on n'a pas des bons candidats. Il y a des difficultés dans le recrutement international, il y a des avantages évidemment aussi, mais avant de se lancer, puis je le vois avec beaucoup d'entreprises qui me contactent forcément pour avoir de l'information sur le recrutement international. Ils sont toujours super intéressés à se lancer. Puis une fois qu'on discute, puis qu'ils se rendent compte de ce que ça implique, à ce moment-là, ils revoient un peu leurs exigences, puis ils font un petit pas en arrière, ils prennent le temps de mieux se préparer, puis ils reviennent vers moi un peu plus tard. Donc c'est pour ça que si vous vous lancez sans y avoir réfléchi, de manière un peu trop hâtive, vous allez vous apercevoir des difficultés, vous allez être déçu, puis vous allez finir par mettre de côté à 100% le recrutement international, ce qui est vraiment pas le cas. Donc, sachez dans quoi vous vous embarquez. Sachez aussi que c'est pas une solution d'urgence, puis ça, j'insiste dessus. J'ai des entreprises qui me disent, j'arrive pas à recruter, il me faut quelqu'un pour le mois prochain parce que j'ai un salarié qui quitte. Sachez que le recrutement international ne peut pas être une solution d'urgence. Puis vous serez déçu si vous prenez le recrutement international comme tel. Donc, ça, c'est important à savoir parce que, encore une fois, j'ai beaucoup d'entreprises qui me contactent puis qui ont besoin de quelqu'un rapidement. Sachez que ça ne fonctionne pas. Ce qui est important aussi, c'est d'impliquer la direction. Souvent, j'ai des personnes des ressources humaines qui ouvrent la porte au recrutement international, qui sont toujours très intéressées à en faire. Tant mieux. Et puis moi, je pousse dans ce sens-là. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que la direction doit être impliquée parce que ça ne va pas juste impacter les ressources humaines et le recrutement, ça va impliquer l'intégration d'un salarié étranger, ça va avoir un impact sur vos ressources internes, ça va avoir un impact sur votre manière de gérer ces nouvelles ressources-là qui sont des ressources qui ont une culture différente. Donc forcément, ça va impacter la direction, puis la direction doit être au courant de ce dans quoi vous vous lancez. Souvent, je discute avec les RH, ils sont toujours très intéressés à faire du recrutement international. Puis une fois qu'on lance la machine, au bout de quelques semaines, la direction revient en disant: «Attends, on ne pensait pas que ça correspondait à ça, on ne s'attendait pas à ça», et puis la direction nous met des bâtons dans les roues ou alors arrête complètement le projet. Donc c'est pour ça que c'est très important d'impliquer la direction.
L'autre chose, évidemment, la patience sera votre meilleur allié. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des délais d'immigration qu'il faut prendre en compte. Forcément, c'est des personnes qui vont quitter leur vie, donc ils ne sont pas toujours prêts, ils n'attendent pas derrière la douane, derrière la frontière avec leur valise pour entrer sur le territoire dès qu'ils ont une offre d'emploi. Donc, il peut y avoir des délais plus ou moins longs pour accueillir des travailleurs étrangers dans son entreprise. En moyenne, c'est très large, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais je donne une moyenne entre 1 et 12 mois. Pourquoi? Parce que le gouvernement québécois met en place des facilités de visa pour certaines nationalités et pour certains secteurs d'activité. Typiquement, personnellement, ma conjointe a eu un visa en 3 semaines. On a fait le visa d'un électromécanicien il y a 1 mois. Il a obtenu son visa en 1 semaine. Et à côté de ça, on peut avoir des métiers qui ne sont pas dans une liste précise, des nationalités qui n'ont pas de facilité de visa. Et à ce moment-là, on est plutôt sur des délais qui vont être entre 6 et 8 mois pour des profils très spécifiques puis très compliqués, parce qu'il peut y avoir c'est une question légale aussi. On peut aller jusqu'à 1 an. Pour être très franc, ça ne nous est jamais arrivé. C'est très rare, mais ça peut arriver. Mais je dirais que les délais sont entre 1 et 8 mois, dépendamment du profil de la personne et de sa nationalité. Je pense qu'il y a une question. Ouais. Je vais rebondir sur la question de JF. Il faut savoir, puisqu'on dit à nos clients, c'est que on trouve plus rapidement des candidats étrangers que des candidats locaux. Alors évidemment, ça dépend les secteurs, mais de manière générale, c'est ça. Puis je vais vous dire pourquoi, puis la question, elle est mathématique, c'est que pénurie de main-d'œuvre au Québec, plus personne de disponible. Puis à côté de ça, vous avez un bassin, ne serait-ce que la francophonie, un bassin qui est 5 fois plus grand que la population du Québec. Donc forcément, quand, avec le réseau qu'on a, on poste un affichage en disant « Salut, je cherche un électromécanicien », j'ai beaucoup plus de candidats plus rapidement que si on les cherchait en local. Des électromécas, des soudeurs, tous ces profils-là, en 2-3 semaines, on trouve des candidats à l'international. Là où ça va mettre plusieurs mois pour trouver quelqu'un en local. Vas-y Dominique, si tu peux passer le slide. Merci. Une expertise et une approche adaptée. Comme je le disais, le recrutement international, c'est toute une expertise. C'est pas juste aller chercher, entre guillemets, des candidats internationaux. Ça va être d'avoir des entrevues qui sont différentes. Il faut adapter aussi sa manière d'aborder les entrevues. Les entrevues au Québec se font pas comme elles se font en France, comme elles se font en Belgique, en Suisse ou au Maghreb. Il y a des termes qui sont différents, des choses toutes bêtes, mais en France, pour quelqu'un qui va faire du développement commercial, on va appeler ça un commercial. Au Canada, c'est un terme qui n'existe pas. Il va y avoir plein de termes ou un lexique comme ça que nous, on a créé puis qu'on envoie aux entreprises ou aux candidats. Mais encore une fois, ce n'est pas juste recruter, il faut savoir quels sont les termes utilisés dans son secteur d'activité, il faut adapter ses entrevues, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. C'est accompagner la personne qui va avoir beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Les entreprises vont avoir des inquiétudes parce qu'elles vont accueillir un travailleur étranger. Et puis, les travailleurs étrangers vont avoir des inquiétudes parce qu'ils quittent leur pays. Donc, en plus d'une préqualification classique, nous, en tant que recruteurs, on doit s'assurer que le projet Canada du candidat est clair, précis. Puis je vais vous le dire très franchement, qu'il n'a pas regardé un reportage hier sur le Canada, puis il s'est dit en se levant le lendemain, OK, c'est cool, ça a l'air trop bien, je vais partir au Canada, qui se met à envoyer son CV dans tous les sens pour venir au Canada. Donc ça, il faut le valider, parce que pour l'avoir vécu, on a des personnes avec qui on fait des préqualifications, avec qui on est rentré en process de recrutement, puis au moment de lui proposer l'emploi, cette personne nous dit, je vais en parler à mon conjoint ou à ma conjointe. Donc typiquement, il faudrait peut-être le faire avant. Donc ça, c'est important aussi, avant de se lancer dans une préqualification technique et de valider que le candidat techniquement est le bon, peut-être s'assurer que son projet Canada est mûrement réfléchi, parce que l'idée, c'est pas qu'il vous plante au dernier moment, ou c'est pas qu'une fois qu'il arrive ici, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, l'hiver, finalement, il y a beaucoup de neige, puis l'hiver est long », puis qu'ils finissent par vous laisser tomber. Donc ça, c'est important. Un accompagnement, un accueil adapté. Une fois que le candidat est recruté, faut l'accompagner sur évidemment sa préparation au départ, les différences culturelles, comment ça se passe au niveau bancaire ici, comment ça se passe au niveau du logement, de l'école de ses enfants. Bref, il y a tout un accompagnement, puis des inquiétudes que les candidats peuvent avoir. Donc, il y a un accompagnement important. Et puis, il y a un accueil qu'il faut adapter aussi pour les entreprises, parce que vous accueillez un salarié étranger. Qui dit salarié étranger dit culture différente. On ne va pas gérer un salarié étranger comme on gère un salarié québécois.
ça va de soi. La personne s'adapte évidemment, puis à un moment donné s'intègre et puis intègre la culture québécoise. Mais dans un premier temps, il y a tout un accompagnement qu'il faut adapter et qu'il faut mettre en place. Rien de très compliqué pour être franc. Nous, on vous aide évidemment là-dessus, mais c'est juste des petits conseils puis des petits tips finalement à savoir. Intégration personnalisée, évidemment. Quand on accueille un salarié étranger, si c'est votre premier salarié étranger, on y reviendra juste en dessous, mais évidemment, il faut prévenir vos équipes qu'on va accueillir un salarié étranger, que des fois, il peut y avoir des différences de langage, des différences d'utilisation des mots, des incompréhensions parfois sur des discussions, des dialogues. Donc, il faut intégrer de manière personnalisée le candidat parce que c'est quelqu'un qui arrive et qui part de zéro. Donc, il y a un travail interne aussi à faire au niveau des ressources humaines pour s'assurer que le candidat soit dans les meilleures conditions, puis s'assurer de fidéliser cette ressource-là finalement. Encore une fois, c'est des bien grands mots, mais dans la finalité, c'est rien de très compliqué. C'est juste d'avoir les bons réflexes au bon moment. Puis la plupart du temps, pour être très transparent, ça se passe très, très bien. Former et suivre vos équipes. C'est important de former vos gestionnaires d'équipe aussi et les préparer à avoir un salarié étranger avec qui ils vont dealer peut-être un peu différemment. Puis également d'en parler à vos équipes internes, aux collègues. Ce qu'on aime bien faire nous, puisqu'on met en place, c'est un parrainage, de dire à un de vos salariés internes, bah, écoute, on a Dominique, un salarié étranger qui va rejoindre l'équipe. Est-ce que tu veux bien être son parrain? Puis ce sera la personne référence du salarié étranger dans l'entreprise. Puis souvent, ils vont créer un lien. Puis c'est là où le salarié étranger va pouvoir se confier un peu plus à cette personne, s'il a des inquiétudes, s'il a des difficultés. Et vous allez pouvoir prévenir ces difficultés, prévenir ces inquiétudes, y répondre pour que la personne soit finalement pour fidéliser cette personne, puis qu'elle soit bien intégrée, puis qu'elle soit opérationnelle, efficace, et puis qu'elle soit bien dans ses baskets le plus rapidement possible. Donc, c'est bien au niveau des ressources humaines de faire du travail, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une équipe à former, aussi bien vos équipes, en tout cas les collègues, que plutôt les gestionnaires d'équipe également. Encore une fois, rien de très compliqué. Des fois, c'est juste de passer l'information, parce qu'on se rend compte, nous, qu'on a des clients qui ne le font pas du tout. Puis le salarié étranger arrive comme ça au milieu d'une équipe qui n'est même pas au courant qu'il y a un salarié étranger qui arrive. Donc, des fois, c'est rien de compliqué, juste d'informer l'équipe, de faire un petit point avec tout le monde, c'est parfois largement suffisant. On peut passer. Merci. S'entourer des bons partenaires, c'est important. Encore une fois, le recrutement international, ce n'est pas juste du recrutement. Il y a beaucoup de possibilités finalement et de besoins autour de juste la partie recrutement, préqualification, puis recrutement de manière classique. C'est important de vous entourer des bonnes personnes. Évidemment, pour la partie immigration, d'avoir des avocats de confiance avec qui vous allez travailler, puis qui vont pouvoir faire les documents d'immigration comme il faut, puis dans les délais. Il y a des organismes également qui font tout ce qui est formation, préparation au départ, donc qui vont vous former en interne, mais qui vont aussi préparer les candidats à l'immigration. On se rend compte que plus le candidat est préparé, plus ils sont à l'aise en arrivant chez vous, plus il se sent bien et plus vous le fidélisez, et puis plus il reste entre guillemets au sein de votre entreprise. Un candidat qui reçoit juste une offre puis qui est un peu laissé pour compte, quand il va arriver ici au Canada, il va faire face à des informations puis à des difficultés qu'il n'a pas prévues, puis dont on lui a pas fait part. Puis c'est là où il y a une situation d'inconfort, qu'on vit mal l'immigration, le candidat vit mal l'immigration, puis finit par rentrer chez lui à un moment donné. Plus on prend de temps pour préparer le candidat, puis plus on prend le temps pour accueillir le candidat, plus une fois qu'il est sur place, il est à l'aise, il est opérationnel, il y a moins de difficultés et il prend son poste de manière classique beaucoup plus rapidement, puis il s'adapte beaucoup plus rapidement. Puis ça permet de le fidéliser. Toute cette intégration que vous mettez en place, lui, il en a conscience, puis ça vous permet de le fidéliser. Donc là encore, il faut s'entourer aussi des bons partenaires, puis nous, on vous donne un coup de main là-dessus. Il y a des entreprises qui s'occupent de toute la relocalisation, donc qui vont être d'aller chercher la garderie, de trouver un logement, d'aller chercher le candidat à l'aéroport. Il y a aussi des organismes qui font ça, puis nous on travaille avec certains qu'on peut vous référer si jamais vous avez besoin. Et puis ce qu'on met en place depuis peu chez GoRH, c'est un test d'efficacité interculturelle. Tous les candidats qui arrivent en fin de process, puis à qui l'entreprise souhaite faire une offre, on envoie un test d'efficacité interculturelle qui va valider sa capacité à s'intégrer dans une culture différente. Ça permet de valider encore une fois
une fois que le candidat sera sur place, ben, il pourra s'intégrer à la culture québécoise, puis encore une fois, ça va assurer quelqu'un qui est prêt à partir, puis qui va rester de manière, qui va rester à long terme sur le territoire québécois, puis évidemment dans votre entreprise. Donc, ne voyez pas le recrutement international comme du simple recrutement, mais vraiment comme le recrutement et puis tout ce qu'il y a autour de tout ça en vous entourant des bons partenaires. Encore une fois, ça peut paraître compliqué avec tout ce que je vous dis, mais pour être franc, des fois, c'est juste d'avoir les bonnes discussions avec les bonnes personnes. C'est rien de très onéreux, déjà dans un premier temps. Puis c'est rien de vraiment, vraiment compliqué. Des fois, on vous donne quelques conseils, on vous accompagne, on fait le lien avec le candidat, puis pour être franc, ça suffit la plupart du temps. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Je voulais donner des cas concrets, parce que forcément, à chaque fois, les questions, c'est combien ça coûte, puis combien de temps ça met pour avoir le candidat. Donc, j'ai mis des cas concrets, puis c'est sur notre modèle à l'heure qui, là encore, fonctionne assez bien sur du recrutement international. Le dernier, c'était pour des électromécaniciens, pour une entreprise qui faisait comment dire, qui fait de l'impression de livres. Donc, on a contacté à peu près 70 candidats. On en a présenté 5. Il y a eu un recrutement. Pour être franc, ils auraient pu en prendre un deuxième, qui était très bon aussi, mais ils n'avaient pas le besoin de le recruter actuellement. Donc, ils vont peut-être le recontacter plus tard. Ça s'est fait récemment, hein, c'était en octobre. Mais ils allaient prendre quasiment 2 candidats, c'est parce qu'ils n'avaient pas le besoin en interne. Donc, on a commencé le mandat en août 2022, où on a fait officiellement la prise de besoin avec eux. Puis le candidat a obtenu son visa en octobre 2022 et là, il a son billet d'avion pour le 16 janvier. Donc, on a fait un appel juste avant d'ailleurs avec le client. Là, on est plutôt sur la partie intégration. Donc, au total, visa plus les heures de travail, c'est un total de 7 000 $, sachant que si jamais ils avaient pris le deuxième candidat, ça n'aurait pas coûté plus cher, ce qui fait que ça aurait divisé le coût de recrutement par 2. Donc, on aurait été autour, il y aurait le visa rajouté, mais on aurait été autour d'un coût de 4 000 $ par candidat pour avoir le candidat, avoir le visa, puis que le candidat soit sur place sur le territoire. On peut passer d'homme. Parfait. Dernier mandat de préposé aux bénéficiaires. On a eu beaucoup de demandes là ces derniers temps pour des préposés aux bénéficiaires qui ont, comme vous le savez, probablement des facilités de visa. Donc là, on a contacté énormément de candidats, à peu près 90. On a présenté une dizaine qu'on a eu en entrevue, puis on a eu des très bons profils. On en a 2 pour le moment, dont certains qui sont encore en discussion. Là encore, ça a été assez rapide. On a fait la prise de besoin en septembre. La chance qu'on a eue, pour être franc, c'est que les PAB ont des facilités de visa. On a eu des Français, là on a eu 2 Français en l'occurrence qui étaient prêts à partir. Très bon profil. On a eu les visas très rapidement, ce qui fait qu'en octobre, ils avaient leur visa. Puis ça s'est terminé en octobre. Voilà, on a mis 37 heures au total. L'avantage du modèle à l'heure, c'est que nous, on va faire notre recherche, qu'on ait 1 ou 20 candidats, on vous les présente tous. Puis derrière, on est payé pour le travail qu'on a effectué. Donc, que vous en preniez 1 ou que vous en preniez 5 sur tous ceux qu'on vous a présentés, finalement, le coût de recrutement pour nous est le même parce que notre travail a été le même, parce qu'on a recruté, qu'on a fait des recherches sur le même type de poste. Donc, c'est là où ça devient intéressant quand il y a des recrutements de plus d'un candidat, puis sur des postes similaires, c'est là où financièrement, c'est intéressant. On a obtenu un visa très rapidement, puis pour vous donner la raison de l'autre visa, c'est un Français aussi, facilité de visa également. Le problème, c'est que c'est un candidat qui n'avait pas mis à jour son passeport. Donc, il a dû refaire une demande de passeport. Sinon, il aurait déjà son visa. Là, pour vous donner un peu l'info, les bassins réouvrent le 9 janvier. Donc, dès le 9 janvier, on va refaire la demande pour ce candidat. Puis, je pense que 3 semaines, un mois après, il obtiendra son visa pour venir au Canada. Donc là, cette entreprise-là, qui est une entreprise qui a 3 ou 4 résidences pour aînés, on fait ces 2 recrutements-là. Puis, à partir de janvier, ils nous reprennent des heures pour qu'on refasse une recherche de PAB. Je crois qu'il y avait des questions dans le chat. Ah oui, c'est une ferme fréquente, ça dépend toujours du volume de postes et de la rareté. Oui. Voilà pour le recrutement international. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas. Oui, moi Ça j'en peut être avais des... pour Ouais. vous. Est-ce que ça arrive que vous avez des candidats qui ont été acceptés par l'entreprise, par votre client, puis ils arrivent au processus d'immigration, puis là, leur profil est refusé au volet immigration? Ouais, super bonne question.
dans l'ordre qu'on fait, on fait la préqualification, on s'assure que le candidat est la bonne personne pour le client. Et quand le client a reçu tous les candidats, puis il les a validés, on a validé certains, on fait un appel avec un avocat. Puis l'avocat dit, OK, pour ce candidat, sa nationalité, son domaine d'activité, puis sa situation personnelle, voilà combien de temps ça va mettre, voilà combien ça va vous coûter. Puis ensuite, l'entreprise décide d'aller de l'avant ou pas. L'avocat, lui, sait quand ça va bloquer au niveau immigration. Là, typiquement, on a un candidat diabétique. Avant d'aller de l'avant, puis de faire des démarches, puis de lui faire une offre, l'avocat est en train de valider que le fait qu'il soit diabétique ne va pas être un bloquant pour lui dans l'obtention du visa. Donc, avant, entre guillemets, de perdre du temps et de l'argent en faisant des visas, on va d'abord s'assurer que le candidat est éligible et pourra venir au Canada. Et en plus de ça, on va dire à l'entreprise combien ça va lui coûter en démarche d'immigration, combien de temps ça va mettre approximativement, parce qu'il se peut que, je vais dire une bêtise, ce candidat qui est diabétique, peut-être qu'il va devoir passer des examens, puis finalement, il aura son visa que dans un an, puis il se peut que l'entreprise me dise, ah non, finalement, dans un an, c'est beaucoup trop long, on aimerait quelqu'un dans les 6-7 prochains mois, puis on se tournera peut-être vers un autre candidat. OK, parfait, merci. Puis, est-ce qu'à ce stade-ci, vous avez déjà fait, quand l'entreprise discute avec l'avocat, est-ce qu'il a déjà commencé à faire des tests de dossiers criminels ou c'est plus le processus générique dans ce profil-là, ce pays-là, Ouais, d'environ temps? complètement. Ben, nous, on a l'habitude maintenant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première préqualification sur le projet Canada. Donc, avant de rentrer dans les détails techniques, on valide que le candidat est prêt à partir. Il en a parlé à sa famille, qu'il a un passeport, qu'il n'a pas de casier judiciaire. Donc, nous, on s'assure d'abord à ce moment-là. Puis, on a un document qu'on envoie au candidat en lui disant, écoute, si jamais ça va plus loin, voilà les documents que tu devras avoir. Puis comme ça, le jour où on le présente à l'avocat, l'avocat a les documents principaux pour savoir s'il sera refusé ou pas. Et encore une fois, là, ça évite de perdre du temps. Merci, Nicolas. Merci à toi. C'est des très bonnes questions au passage. Je vais laisser les gens s'exprimer, mais Ouais, j'en aurai une dernière après que les ouais. gens puissent s'exprimer. J'ai vu qu'il y avait des entreprises qui seraient peut-être intéressées à faire du recrutement international. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, sur les délais, sur les coûts, sans forcément que ça concerne GoRH, il n'y a vraiment aucun problème. Si c'est juste pour vous donner de l'info sur du recrutement international, il y a aucun problème. C'est avec grand plaisir. Voilà, s'il y a des choses qui vous inquiètent, parce que c'est souvent le cas, n'hésitez surtout pas. Je vais laisser les gens y réfléchir. Je vois que la caméra de Vincent Ruel est ouverte. Vincent, voulais-tu prendre la parole? Je vais prendre ça pour un non. Et en attendant, je vais te poser ma question qui était, Ouais. est-ce qu'au niveau, vous voyez une différence, je sais que tu fais du recrutement local et international, au niveau de votre entonnoir de candidats, est-ce que le fait que vous trouviez plus rapidement des candidats à l'international, vous avez moins de candidats pour en arriver au profil de la personne engagée? Est-ce que ça dépend des marchés? Ouais. En fait, ce qu'on a mis en place, nous, c'est que on va pas poker des candidats au hasard. Donc à travers les différents webinaires qu'on fait et puis les événements qu'on fait, on a des candidats qui sont pas prêts à partir, ils sont pas prêts à partir du jour au lendemain, mais qui ont déjà travaillé leur projet Canada. Ils sont venus nous rencontrer à des salons parce qu'on est présent en France. Donc, ils sont venus nous voir à des salons en France, ils sont venus à nos webinaires, ils nous ont posé des questions. Donc, c'est des candidats qui sont plus ou moins prêts à partir. Donc, c'est ce qui fait qu'on les trouve beaucoup plus rapidement. Donc, on a un bassin plus grand, on n'a pas moins de candidats, on en a même souvent plus. Et puis, le taux de réussite est entre guillemets, mathématiquement est plus efficace et plus intéressant parce que forcément, je vais chercher des gens qui veulent déjà partir au Canada. Donc forcément, si je contacte 70 candidats qui sont des électromécaniciens, bah, les 70 réunissent les deux critères les plus importants d'être des électromécaniciens, puis en plus de vouloir partir au Canada. Donc la plupart du temps, mathématiquement, on a un meilleur taux de réussite proportionnellement par rapport au nombre de candidats qu'on contacte. Puis la grosse question des entreprises québécoises, souvent, c'est souvent des entreprises québécoises qui sont en région. Il y a quelqu'un de Matane qui m'a appelé la dernière fois qui me dit pourquoi les gens voudraient venir à Matane, par exemple. Et tout le monde, enfin, les gens vont plutôt dans les villes quand ils sont au Québec. Est-ce que vraiment il y a un étranger qui voudra venir travailler à Matane? Et est-ce que vous avez des candidats, c'était quelqu'un pour de la comptabilité,
Est-ce que vous avez des candidats dans ce secteur-là? Les entreprises ont du mal à réaliser que le Canada, et notamment le Québec, a une très, très belle image à l'international, notamment auprès des francophones de manière générale, et aussi beaucoup des Français. Donc, pour être franc, dès qu'il y a un événement sur le Canada, dès que je fais un webinaire sur le Canada, dès que je fais un post sur LinkedIn sur le Canada, ça génère énormément de visibilité. Le Canada est très, très attractif. Et les gens qui viennent au Canada, oui, certains veulent aller en ville, hein, très clairement, mais il y en a beaucoup qui veulent vivre l'expérience québécoise et qui veulent aller en région, justement. J'en ai beaucoup qui me disent, moi, aller à Montréal, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est Québec ou région, mais Montréal, ça ne m'intéresse pas. Donc, souvent, la crainte des entreprises, c'est je veux bien te donner un poste d'électromécanicien, mais je n'en trouve pas ici. Qu'est-ce qui fait que tu vas en trouver plus en France? Ben, franchement, si tu savais tous les candidats qui me contactent pour venir au Canada, je peux te dire que tu te lancerais plus rapidement sur l'international. Je crois qu'il y avait une Merci question. beaucoup. On avait une question dans le clavardage. Oui, Euh, oui, Vas-y. ouais, oui, pour répondre à Jasmine, le 7000 comprend le visa d'immigration. En fait, pour être très franc, il y avait une facilité de visa sur ce candidat-là qui était français et électromécanicien. C'est des visas que l'entreprise peut demander à elle-même et qui sont très faciles à demander. Donc, on a montré à la personne aux ressources humaines comment faire. Ça a pris 2 heures. En partage d'écran, on a fait une formation. Ça a pris 2 heures. Donc, on a partagé l'écran. On a expliqué à la personne des ressources humaines où elle devait cliquer, ce qu'elle devait faire. Et les frais d'immigration, quand je dis immigration, les frais gouvernementaux étaient $280. Donc, $280 plus les 2 heures d'accompagnement GoRH, on était autour de $500 pour les frais d'immigration au total, donc qui sont inclus dans les 7000. Mais il y a des visas qui coûtent plus cher, évidemment. Pour répondre à Jasmine, il y a des visas qui coûtent plus cher. J'aurais une petite question pour vous. Ce serait quoi les meilleures destinations justement de recrutement à l'international pour faciliter le Ouais, processus? Il y a des destinations que c'est plus facile pour recruter? oui. Alors, il y a plus facile en termes de visa. Donc, il y a le Pérou qui ont des facilités de visa également. Si je ne dis pas de bêtises, il y a des pays sud-américains comme la Colombie, je crois, qui ont des facilités de visa. Il y a la France, nous, qui est peut-être le pays qui a le plus de facilités finalement. Puis ils ont augmenté les quotas de 20% cette année, le gouvernement. Donc, ça, c'est positif. Il y a des accords de libre-échange avec l'Europe. Donc, hormis la France, on peut trouver des personnes dans l'informatique, c'est des Espagnols ou des Portugais qui vont avoir des facilités de visa également. Donc, en termes de visa, c'est l'Europe et puis une partie de l'Amérique du Sud, on a quand même des facilités. Derrière, la problématique qu'on rencontre, c'est le Québec est francophone, puis se bat pour la francophonie. Il y a une histoire de francisation. Donc, c'est là où, oui, aller en Amérique du Sud, c'est efficace pour être très franc. Derrière, les entreprises, puis c'est bien que tu poses la question, se disent ouais, mais je vais chercher un Sud-Américain parce que ça va plus vite. Ouais, mais une fois qu'il est sur place, il faut qu'il apprenne à parler français. Il faut que ton gestionnaire d'équipe il puisse lui dire ce qu'il doit faire. S'il ne parle pas espagnol, ton gestionnaire d'équipe, ça va être compliqué. Si tu as des formations, faut tout traduire. Si tu as des machines d'impression, comme ça a été le cas, qui ont des modes d'emploi, ou qui ont où faut utiliser les machines, puis il faut taper sur un écran, faut que ce soit aussi traduit, sinon la personne ne pourra pas travailler. Donc, oui, l'Amérique du Sud a des difficultés, mais il faut que vous soyez prêt en interne à accueillir quelqu'un qui ne parle pas français. Puis là, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que la francophonie a un peu le vent dans les voiles ces derniers temps, parce que c'est plus facile pour une entreprise, peut-être que d'aller chercher un Marocain. C'est un peu plus long d'aller chercher un Sud-Américain, mais le Marocain, quand il arrive, il parle français, puis il mettra beaucoup moins de temps à s'intégrer, ne serait-ce que par rapport à ça. Parfait, merci. Bien, merci à tous. Je ne sais pas s'il y avait des dernières questions. Les mots de la fin, brièvement. Merci beaucoup à Nicolas, Dominique et toute l'équipe de GoRH pour votre participation. Merci à tout le monde d'avoir participé à notre webinaire. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Si vous êtes intéressé par des événements comme celui-ci, on en a sur les thèmes du recrutement international et du développement commercial à chaque mois. Notre prochain, c'est le 25 janvier, encore une fois sur l'heure du midi, webinaire gratuit. Ça va porter sur l'attraction puis l'embauche de la relève en développement des affaires. Donc, formant à chaque année 60 d'étudiants en développement des affaires puis en recrutement international. Catherine et moi, on est bien placés pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien chez les entreprises qui veulent recruter la relève en affaires.
Puis on est en train de mener une enquête pour voir qu'est-ce qui pogne en mot français et qu'est-ce qui pogne moins. Donc, on va vous présenter les résultats de cette enquête-là lors de ce webinaire-là. Suivez nos réseaux sociaux, suivez notre site web. Tous les événements sont référés là, sur LinkedIn notamment. Finalement, si vous êtes intéressé par nos services de développement commercial, on s'en va en Inde, en Colombie, aux États-Unis cette année. Approvisionnement, recherche de clients, distributeurs. Si vous êtes intéressé par le recrutement de talents, on va au Maroc en mai 2023 avec un modèle d'affaires qui est très bon pour le sourcing de beaucoup de candidats pour faire connaître votre marque employeur sur le marché. Ça va nous faire un plaisir de vous en parler si vous voulez nous contacter aux coordonnées ci-bas. Évidemment, Dominique et Nicolas sont aussi disponibles, je crois, si vous avez des intérêts pour le recrutement, pour les différents canaux de recrutement, qu'ils soient local et international. Je suppose qu'on peut vous trouver sur LinkedIn, puis sinon, ça va nous faire plaisir de vous mettre en relation avec eux. Super, merci à toi. Oui, 100% Merci. on reste disponible.